Alors, moi, je ne travaille pas sur le décrochage scolaire, c'est ce que j'avais dit à Nicolas quand il m'a invité à participer à cette session, mais je travaille sur les diplômes professionnels, donc CAP, BEP, Bac Pro, que je connais bien et depuis très longtemps. Et moi, quand j'ai fait ma thèse dans les années 80, au début des années 80, le taux d'abandon en lycée professionnel était de 20%, sans que personne s'en émeuve le moins du monde. C'était considéré comme normal. Et puis le décrochage est arrivé, mais le décrochage est arrivé parce que le diplôme a pris de l'importance en fait. Hein. C'est lié à l'importance prise par le diplôme comme instrument de lutte, justement, Sigrid le disait, hein, de lutte contre le chômage et la précarité. Et c'est lié à des politiques publiques. Donc il y a des politiques publiques qu'on connaît bien, hein, c'est mener 80% d'une classe d'âge au bac, mais dans la loi de 89, c'est aussi mener 100% d'une classe d'âge au minimum au CAP et au BEP, c'est-à-dire que le diplôme est devenu une norme scolaire et sociale, et on peut plus, on n'a plus le droit quasiment, on a le droit, hein, mais on peut plus sortir du système éducatif sans diplôme. Mais ça concerne non seulement les jeunes, mais aussi les adultes, salariés, chômeurs, etc., puisque la validation des acquis de l'expérience est née pour ça. Hein. C'est qu'il faut absolument diplômer le plus grand nombre possible de jeunes et d'actifs. Donc, cette importance prise par le diplôme, elle suppose a priori que l'État, qui, au moins pour les diplômes professionnels, est le concepteur et le délivreur de ces diplômes, y attache de l'importance, y accorde de la valeur, il est le garant, hein, de la valeur de ces diplômes. Et moi, ce que je montre, c'est que ça n'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que le gouvernement, alors les gouvernements successifs, hein, c'est pas seulement celui qui est en place actuellement, maltraitent les diplômes professionnels et depuis un moment quand même. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé sur le CAP, donc CAP, BEP, Bac Pro, mais de manière progressive. Et lorsque le Bac Pro a été créé en 85, un des moyens qu'a pris le ministère de l'Éducation nationale pour imposer le Bac Pro, ça a été de le mettre en concurrence avec le CAP et de supprimer des sections de CAP, de supprimer des spécialités de CAP et donc de jouer le Bac Pro contre le CAP, ce qui était une drôle d'idée, hein, qui n'a pas beaucoup plu aux branches professionnelles, ni à certains proviseurs, ni aux enseignants, mais néanmoins, c'était une politique, comme vous l'avez dit, comme les auteurs, enfin les présentateurs l'ont dit auparavant, hein, une politique impérative, de gauche, hein, mais impérative néanmoins, et qui a donc beaucoup dévalorisé le CAP, qui était considéré voilà, bah, comme ce que disait Sigrid, hein, le diplôme pour ceux qui ne peuvent pas avoir autre chose, quoi, pour ceux vraiment, mais qu'on pouvait considérer comme un diplôme moribond, quoi, qui était voué à disparaître. Franchement, on voit les effectifs baissent tellement, à un moment, ils sont tellement minables moi, j'étais convaincue qu'ils allaient le supprimer. Ils ne l'ont pas fait, bien au contraire. Quelques années plus tard, donc à la fin des années 90, ils s'aperçoivent que si on veut lutter contre le décrochage, le CAP est indispensable. Et comme par ailleurs, plusieurs branches professionnelles y sont attachées, puisque le CAP est une référence, hein, pour des tas de métiers, le bâtiment, l'industrie, pour des tas d'employés aussi. Hein. Donc le CAP, finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose, il faut le réhabiliter. Donc il le réhabilite, on parle d'excellence professionnelle, ce qui était un petit peu fort quand même après ce qu'on lui avait fait subir. Mais c'est le BEP qui va subir les foudres du ministère cette fois-ci, puisque le BEP va devenir un diplôme à double finalité, puis un diplôme propédeutique. Et un diplôme professionnel propédeutique, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, hein, c'est un oxymore. Donc, dès lors que le BEP est devenu un diplôme propédeutique, on pouvait penser que sa mort était annoncée. Enfin, moi, j'ai écrit là-dessus, je me disais, un diplôme professionnel propédeutique, ça n'a pas de sens, donc il va mourir. Ils veulent le supprimer. Mais comme j'avais écrit sur la suppression du CAP, je me suis dit, ils suppriment le CAP, et puis finalement, non, ils suppriment le BEP. C'est quand même pas une politique très active et très ambitieuse, vous voyez, pour la voie professionnelle et pour revaloriser les métiers quand même, ni pour attirer les élèves. Hein. C'est quand même extrêmement ambigu, c'est plein de contradictions. Et ces politiques, elles ont toujours été menées au nom de l'adéquation formation-emploi. Officiellement, il y a une rhétorique qui valorise toujours de meilleurs liens avec l'emploi. Or, ce que font ces politiques, c'est au contraire.
elles éloignent toujours plus les diplômes de l'emploi. Donc, c'est particulièrement intéressant, mais contradictoire, vous voyez, de dire que le diplôme est très important pour accéder à l'emploi et protéger ses titulaires contre la précarité et le chômage, et en même temps de l'atteindre, enfin, de l'abîmer en le dévalorisant, en disant qu'il est propédeutique, en revalorisant officiellement le CAP, mais en l'associant aux jeunes en très grande difficulté. Vous voyez, le ministère a parlé d'excellence professionnelle, mais il faut quand même que ce soit pour les jeunes en très grande difficulté. Donc là aussi, vous voyez, le double discours n'est quand même pas très cohérent. Donc c'est une politique qui est très versatile, alors très versatile, mais qui est même marquée par un certain continuum, c'est-à-dire que on les abat les uns après les autres quand même, on les dévalorise les uns après les autres. Alors, lors de la réforme qui a été engagée en 2007, la rénovation de la voie professionnelle, on a vu la fin du BEP qui était annoncée, elle a pris forme. Hein. Le BEP n'est pas mort tout de suite, il est devenu un diplôme intermédiaire. Alors là, c'est pareil. Moi, un diplôme professionnel intermédiaire, franchement, ça n'a aucun sens. Je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire. Et les employeurs l'ont signalé. Hein. On ne va pas recruter des gens qui ont un diplôme intermédiaire. Qu'est-ce que vous voulez que ça ait comme sens? Donc, dans quelle grille de classification on peut classer un diplôme intermédiaire? À quelle qualification ça renvoie? Un diplôme intermédiaire à quoi? Donc, maintenant, il a été supprimé, le BEP, donc c'est gagné. Hein. Mais qu'est-ce qui reste, du coup, vous voyez? Qu'est-ce qui reste? Donc, un CAP pas très bien considéré, dont les effectifs ne se portent pas très bien, qui, en apprentissage, s'effondre, et un bac pro qui subsiste tant bien que mal, mais qui aussi n'est pas si bien portant parce qu'on ne le traite pas très bien. Alors, moi, je ne vais pas parler trop longuement, mais en tout cas, Sigrid a parlé du confinement, et ce qui a été clair, parce que j'ai fait un petit chapitre avec Séverine de Poilly dans un bouquin qui s'appelle L'éducation au temps du coronavirus, et on a beaucoup travaillé sur les travaux du SNUEP et sur les textes officiels. Et ce qui m'a frappé, et ce qui nous a frappé, c'est que le ministre actuel avait quand même oublié, en parlant du bac, qu'il y avait un bac pro, et qu'en bac pro, c'est bête, mais il faut faire des stages ou il faut aller faire des périodes de formation d'entreprise. On ne peut pas faire tout à distance. L'enseignement à distance, ça a quand même des limites, mais apprendre à faire, moi, je veux bien qu'on apprenne à monter un mur, qu'on apprenne à s'occuper des vieilles personnes à distance, mais bêtement, je n'y crois pas. Donc, il avait oublié. Alors, les syndicats se sont empressés de le lui rappeler. Donc, finalement, le ministre a finalement intégré quand même cette situation, mais très mal. Et s'il y a une chose qu'on voit bien, c'est que l'enseignement professionnel reste une espèce de chambre noire, quoi, qui n'est pas bien considérée, qui n'est pas bien perçue, qui est méconnue. Alors, une espèce de méconnaissance quand même qui perdure d'un gouvernement à l'autre et qui est inquiétante, malgré plein de discours sur la revalorisation, sur l'importance de la voie professionnelle. Là, récemment, effectivement, on a bien vu que c'était les métiers auxquels préparaient les diplômes professionnels, qui sont dans la rue, qui font vivre les villes, qui sont indispensables à la vie ordinaire. Il y a quand même plus de 50% de la population active qui est ouvrière employée, donc on n'est pas un peuple de cadres. C'est pas vrai. Enfin, tout ça, c'est de l'idéologie pure, quoi. Et il faut arriver à combattre ça. Mais je vois, même parmi mes collègues, je vois que beaucoup sont convaincus qu'il n'y a plus que des cadres en France, et que le télétravail peut être largement répandu, puisque de toute façon, c'est pas la peine de se déplacer, de faire, de fabriquer, de s'occuper de... Les petits-enfants, moi, je ne sais pas quelle assistante maternelle fait ça à distance. Pourquoi pas, mais je ne sais pas qui peut le faire. Donc, et même enseigner à distance, on le voit bien avec les connexions et avec tout ce que vous avez dit, l'enseignement à distance, c'est pas gagné non plus et c'est pas terrible. Donc, voilà. Cette période du confinement a montré, alors, est-ce que c'est du mépris? En tout cas, une méconnaissance et une manière de ne pas s'en préoccuper réellement, malgré des discours qui disaient le contraire. Alors, quand on écoute le chef-d'œuvre, on se dit le chef-d'œuvre, c'est pour valoriser l'enseignement professionnel, le fait de vouloir organiser des formules hybrides, apprentissage, enseignement professionnel, ça pourrait être vu par certains comme un moyen de valoriser les savoir-faire, l'enseignement professionnel, les métiers, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe du tout.
Vous l'avez évoqué, hein, l'apprentissage, ce n'est pas la panacée. Il y a un très bel article de Jean-Jacques Arrigui dans la Revue française de pédagogie de 2013. Il était au CEREC. Hein. Le CEREC il travaille énormément et nous insère beaucoup, aussi bien les syndicats que les chercheurs, puisqu'il produit énormément de données et d'analyses tout à fait intéressantes. Et Jean-Jacques Arrigui montre que l'apprentissage est totalement subventionné par l'État, donc par nos impôts. L'apprentissage ne peut pas vivre sans ces subventions permanentes, hein, sans la défiscalisation, sans des aides, etc. Et en cas de crise économique, eh bien, il n'y a pas d'apprentis. Donc, oui, valoriser l'apprentissage, les employeurs, de toute façon, ne veulent pas de ces jeunes, il faut quand même se le dire. Hein. Quand vous regardez les chiffres de l'apprentissage, en CAP, en bac pro, ça tombe. C'est dans le supérieur que ça augmente. Là où ce n'est pas forcément utile d'ailleurs, puisqu'il s'insère, qu'il soit apprenti ou étudiant, il s'insère sans grande difficulté. C'est plutôt nos futurs employés ouvriers qui ont des difficultés. Mais voilà, l'apprentissage, les employeurs, ce n'est pas ces publics-là qu'ils privilégient. Donc, vous voyez, les paradoxes se multiplient et les solutions qui sont trouvées ne sont pas des solutions favorables ni à l'apprentissage, hein, parce qu'il ne faut pas diaboliser non plus l'apprentissage, qui peut être aussi une bonne solution, il me semble. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas favorable réellement à l'apprentissage, qui en plus est subventionné, mais c'est certainement pas favorable à l'enseignement professionnel. Et dévaloriser les diplômes, que le ministère qui délivre, qui conçoit et délivre des diplômes professionnels soit le premier à les dévaloriser, avant même les employeurs, hein, c'est quand même un paradoxe intéressant à souligner qui, franchement, moi, me pose question depuis longtemps. Mais c'est une régularité, quoi. C'est une régularité politique. C'est que le ministère est le premier à attaquer ces diplômes. Et pour avoir participé, moi, à beaucoup de séances de paritaires, hein, de CPC, j'ai bien vu que les employeurs eux-mêmes défendaient les diplômes. Ils n'ont pas intérêt, hein, à les saccager, ils ont intérêt à avoir des bons professionnels, donc avec des savoir-faire, avec la connaissance de gestes, avec un comportement aussi, hein, bien sûr, mais des gens qui savent travailler. Or, le ministère, ce n'est pas ça qu'il valorise, quoi. Donc, il accepte de scolariser, éventuellement à bas coût dans des filières de bureautique où on met énormément de jeunes auxquels on ne promet pas grand-chose à la fin, hein, puisqu'on voit bien que dans la bureautique, le CEREC a montré que l'insertion après ces diplômes n'était pas toujours favorable, mais aussi parce que les jeunes n'y vont pas forcément avec entrain et qu'on ne les formait pas très bien parce que ce sont souvent des jeunes en très grande difficulté. Donc on scolarise beaucoup et on a beaucoup oublié le fait qu'il y avait des métiers, des vrais métiers qui sont importants, qui sont à valoriser. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très valorisés aujourd'hui, mais qu'on pourrait les valoriser. Alors ça ne dépend pas que du ministère de l'Éducation nationale, on est d'accord, mais en tout cas le ministère contribue par ses politiques versatiles, dévalorisantes et discréditantes pour les enseignants. Les enseignants, ils souffrent. Hein. Je ne sais pas si on en a parlé, mais il y a une souffrance au travail des enseignants du lycée professionnel qui est, moi, dont ils me parlent tout le temps maintenant quand je fais des enquêtes. Hein. Et d'ailleurs, des fois, ils ne veulent pas me voir parce qu'ils ne veulent pas me parler de ça. C'est difficile pour eux. Enfin, vraiment, moi, les dernières enquêtes que j'ai faites, il y a une expression de la souffrance au travail qui était très, très rude, hein, très éprouvante quand même. Parce qu'ils ont l'impression d'être dévalorisés, dans des diplômes dévalorisés, de faire un travail dévalorisé avec un public dévalorisé. Quoi. Il y a un moment, tout en ayant la conviction que c'est important quand même. Quoi. Mais si le ministère ne reconnaît pas cette importance, ne traite pas mieux le public d'enseignants et le public d'élèves, et le public d'apprentis aussi, hein, parce que c'est pas terrible non plus. Et s'il y a des ruptures d'apprentissage, c'est que c'est pas terrible, voilà, c'est pas si bien que ça. Euh, il faut arriver à renverser ça. Je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, moi, je m'efforce de le montrer. Et je dois dire que la continuité de cette politique discréditante pose vraiment de grosses questions. Voilà.